Bonjour, merci à toutes et à tous de nous suivre sur cette réunion désormais traditionnelle, une réunion mensuelle qui va nous permettre à Bruno Bernstein et à moi-même, Denis Baudouin, de vous évoquer ce que nous avons fait chez Finaltis au cours du mois passé, ce que nous envisageons de faire au cours du mois qui vient, quels ont été nos résultats de gestion, quelles sont nos positions aujourd'hui, quels sont en tout cas nos paris, pour utiliser un mot habituel. Nous allons parler bien entendu de gestion financière, de marché financier, nous allons parler d'inflation, nous allons parler aussi de pangolin et nous allons parler de voitures. Commençons tout de suite par la très traditionnelle image de l'avertissement réglementaire pour mieux la passer et aller directement à quelques chiffres. Donc, comme chacune de ces réunions, je vous propose qu'on commence par un rapide commentaire des performances pour poser le sujet. Notre objectif, c'est de délivrer le meilleur couple rendement-risque possible. Et donc, dans le couple rendement-risque, on commence par le rendement. Donc, quelles ont été les performances sur nos deux fonds de gestion discrétionnaire en action chez Finaltis? Donc, Finaltis Titan est à plus 6,5% à fin mai, après une performance sur le mois de mai de 1,1% et une performance de près de 3% en 2020. Finaltis Digital Leader, fonds investi sur les leaders de la digitalisation de l'économie, est à presque 6% depuis le début de l'année, malgré un mois de mai qui lui était négatif. Les valeurs digitales ayant un peu souffert, on y reviendra de l'ambiance générale de marché le mois dernier, avec donc un mois à moins 2,3% après une année 2020 de près de 20% positive. Quelle est la situation à hier? Puisque le mois de juin, un tiers du mois de juin s'est déjà écoulé. Donc hier au 9, Finaltis Titan affiche une performance depuis le début du mois de plus 1,2%, ce qui porte sa performance depuis le début de l'année à plus pratiquement 8%, plus 7,8%. Finaltis Digital Leader commence le mois en territoire positif avec 40 points de base de hausse, qui porte sa performance depuis le début de l'année à 6,3%. Les deux fonds ont toujours 4 globes de durabilité mesurés par Sustainalytics pour compte de Morningstar. Si on regarde Finaltis Titan dans le cadre plus large de sa catégorie d'allocation flexible, de fonds allocation flexible montre, une catégorie extrêmement prisée, sur lequel 22 nouveaux fonds ont été détectés par Cantalis entre aujourd'hui et le mois passé, lors de notre dernière réunion. Et bien, il y a un peu plus de 1150 fonds dans cette catégorie. Et dans cette catégorie, la surperformance de Finaltis Titan atteint pratiquement 3% annualisé, donc 3% annuel sur les 3 dernières années et 2,4% sur les 5 années. Sachant que Finaltis Titan fêtera à la fin de ce mois, à la fin du mois de juin, ses 6 ans. Traditionnellement, dans nos réunions mensuelles, nous commençons par un point de géopolitique avant d'aborder la macroéconomie et de parler, pas proprement parler, des portefeuilles. Finaltis Titan, puis Finaltis Digital Leader. Je serai très bref ce mois-ci, lors de cette réunion, à propos des géopolitiques. Je vous propose juste 2 points d'interrogation et ils pourraient avoir, dans un futur proche, une importance considérable et pourraient teinter la géopolitique mondiale de façon considérable, puisque une hypothèse qui était considérée comme assez improbable il y a de cela un an est aujourd'hui débattue, y compris dans des cercles scientifiques, par des gens tout à fait respectables et commence à être prise par des leaders politiques tout à fait audibles. En l'occurrence, quelle est cette hypothèse? L'hypothèse est que le virus qui a tué trop de personnes dans le monde au cours de l'année passée, plus d'un an maintenant, et qui a coûté si cher à de nombreuses économies, n'aurait pas une origine naturelle, entre guillemets, de transmission entre animaux. Alors, on a fait figurer cette sympathique chauve-souris et ce moment sympathique pangolin. On ne sait pas trop qui a fait des bisous à qui et dans quel sens et dans quel cadre ça serait transmis à un homme dans le cadre d'un marché ouvert d'animaux vivants, qui était l'hypothèse qui est prépondérante jusqu'alors. Mais on envisagerait aujourd'hui très sérieusement la possibilité que ce soit
plutôt ce qu'il faut appeler une fuite de laboratoire, en l'occurrence d'un laboratoire de virologie qui se trouve effectivement avoir travaillé sur ce type de virus, les désormais fameux, tristement fameux coronavirus, de famille auquel appartient donc le SARS-CoV. Donc, cette hypothèse est aujourd'hui débattue. Nous ne sommes pas là pour en débattre, simplement le signaler, car d'un point de vue géopolitique, vous pouvez tous imaginer les conséquences que ça aurait si cette hypothèse continuait à être cultivée et était retenue. La réaction des autorités chinoises est assez intéressante, en ce sens qu'ils ont adopté le ton qu'adopte en général la Corée du Nord quand on leur propose quelque chose, et qu'ils font prendre les doigts dans la porte quelque part, c'est-à-dire qu'ils insultent, ils vitupèrent, ils cherchent à ridiculiser par tous les moyens, ils trollent, ils font exactement tout ce que font, entre guillemets, dans le monde de la géopolitique, des coupables. C'est assez inquiétant en fait, et on ne peut pas l'écarter d'un revers de main, on ne peut plus la balayer ainsi. Pour parler maintenant et revenir à des chiffres très concrets, non plus des points d'interrogation, des points factuels, la campagne mondiale de vaccination, même si l'OMS a encore dit ce matin que c'était bien trop lent, et notamment encore trop lent en Europe, il faut quand même reconnaître qu'on a fait de très gros progrès un peu partout dans le monde, et notamment en Europe, puisque beaucoup de pays européens maintenant peuvent afficher une part de leur population vaccinée d'au moins une dose proche de 50%, voire légèrement supérieure à 50%, comme la Hongrie, c'est que figure sur ce transparent, et une part de la population a reçu les 2 doses requises par l'un des 8 vaccins reconnus un peu partout, et notamment reconnus par l'AMS comme étant efficaces, et bien une proportion ayant reçu 2 vaccins de l'ordre de 40%. Où est la France? La France est un peu en retard, mais le rattrape, ce retard, il faut quand même le reconnaître. On a, Bruno comme moi, au cours des mois passés, signalé qu'on avait quand même un tout petit peu de retard à l'allumage. On n'est pas les seuls à le dire, ça n'a aucune originalité de l'affirmer, on le savait, il y a que le gouvernement qui ne semblait pas s'en rendre compte. On est aujourd'hui à 41% en France de personnes ayant reçu au moins une injection et à peu près 20% de la population en ayant reçu 2. Même les pays qui étaient très en retard, parce qu'ils avaient mieux géré la première vague, entre guillemets, c'est-à-dire la vague de contamination au printemps passé, printemps de l'année dernière, printemps 2020, aujourd'hui commencent à progresser et se retrouvent dans des niveaux des rythmes plus exactement de vaccination, c'est tout à fait acceptable. Le seul pays sur lequel on n'a pas vraiment, on n'a plus de données depuis maintenant 2 mois et demi, c'est la Chine, qui ne communique plus. On a aujourd'hui plus de 2 milliards de personnes, plus de 2 milliards de doses qui ont été administrées dans le monde, et il y a un peu moins de 500 millions de personnes qui sont totalement vaccinées, ce qui représente à peu près 6% de la population mondiale. Si on reprend très rapidement, avant d'attaquer la macroéconomie à proprement parler, les épisodes précédents, je passe la parole à Bruno. Merci Denis. Donc, comme traditionnellement, on revient sur quelques slides qui nous paraissaient importants de la présentation du mois dernier pour vous montrer qu'on essaie d'avoir un fil rouge dans nos raisonnements. Donc, le mois dernier, fil orange en l'occurrence, le mois dernier, c'était cette incroyable difficulté auquel vous êtes confrontés, nous sommes confrontés, professionnels de la finance, de fabriquer des allocations avec 2 classes d'actifs en moins, hein, le cash et les bonds, qui sont aujourd'hui en taux réel négatif et qui ne sont pas un manque à gagner, hein, mais qui sont une carte sèche pour nos clients si on alloue sur ces classes d'actifs. À quel point c'est important dans une phase où l'inflation monte, hein, on va en reparler puisque c'est un des thèmes phares de notre présentation. Comment en est-on arrivé là? Tout simplement dans cette 3e phase, grande phase des politiques monétaires, après celle qu'on a connue en 2008 au moment du sauvetage de Lehman. Aujourd'hui, les politiques monétaires, c'est des politiques de coordination entre les politiques budgétaires, fiscales et monétaires. L'indépendance des banques centrales est bien loin. Les banques centrales agissent sous l'ordre des exécutifs. Pourquoi? Parce que les exécutifs doivent s'endetter énormément. Il n'y a plus d'acheteurs finaux dans le marché pour aller absorber la dette émise par le gouvernement américain, le gouvernement français. Donc, il n'y a que la banque centrale, que les banques centrales qui peuvent racheter cette dette.
Situation complexe pour Christine Lagarde, qui vient de finir sa conférence de presse mensuelle, et pour Jérôme Powell, coincé entre l'enclume et le marteau. L'enclume, c'est quoi? C'est l'impossibilité d'activer le levier des taux. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de dettes dans le système qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'augmenter les taux, sauf à étouffer les États les plus fragiles, comme on a pu le constater en 2011, et je crois que personne n'a envie de revivre 2011. Et de l'autre côté, le marteau, c'est ces signes d'inflation, on va en reparler, puisque après un CPI très fort le mois dernier, on en a eu un autre qui est tombé à 14h30, dont on va vous parler. Nos politiques nous entretiennent dans l'idée que les options choisies en France, aux États-Unis, étaient les seules possibles. Regardez l'Asie, c'est très intéressant. On se rend compte que si on gère bien la crise sanitaire, on est capable de continuer à avoir des gains de productivité, on est capable d'avoir des excédents budgétaires, fiscaux, commerciaux, et que manifestement, il y a deux stratégies. Il y avait deux stratégies de lutte contre cette crise du Covid, et je ne suis pas sûr qu'on ait choisi la bonne. Alors, le point brûlant dans les marchés aujourd'hui, selon nous, c'est l'inflation. Alors, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est est-ce que plus d'inflation est une bonne ou mauvaise nouvelle pour les marchés actions? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les marchés actions, plus que les marchés dans leur ensemble. Et les actions, vous verrez, je ne vais pas répondre à la question avant de l'avoir posée, vous verrez que c'est selon nous pas si négatif. Alors, on voulait en préambule donner la parole à Jacques Rueff, qui est un vénérable haut fonctionnaire, homme politique français, académicien, économiste, qui a eu lors de son... il a participé, son coup d'éclat, ça a été le plan Rueff-Pinet. Il fallait remettre les finances de la France en bon état de marche en 1958. Et c'est lui qui a conçu ce plan qui a été mis en œuvre par Antoine Pinet. La vision qu'il avait de l'inflation est résumée en une phrase. L'inflation, c'est subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. Cette phrase, elle est assez vertigineuse, remise dans le contexte du Covid, puisque c'est exactement ce qu'on vit depuis 1 an et demi. C'est-à-dire qu'on fabrique de l'argent avec l'air du temps, et cet argent, en fait, n'est pas... on espère que ça viendra, puisqu'il y a des plans d'infrastructure qui s'annoncent, mais pour l'instant, cet argent n'a pas été mis dans des investissements productifs. Il a servi essentiellement à subventionner la consommation. Alors, quel est le contexte actuel? Depuis le début de l'année, les banquiers centraux, et les deux principaux sont devant vous, Christine et Jérôme, pratiquent on va dire la calinothérapie. On n'a pas de meilleur mot, c'est-à-dire qu'ils essayent de nous convaincre par leur déclaration que tout va bien, et la conférence de presse qu'on a écoutée bien sûr à l'instant de Christine Lagarde va encore dans ce sens. Elle minimise vraiment l'inflation. Le 11 mars, par exemple, elle avait dit « Les informations qui nous parviennent confirment notre précédente évaluation d'une faiblesse prolongée de l'inflation ». Jérôme Powell lui avait emboîté le pas sur le thème « La hausse des prix attendue cette année sera probablement temporaire ». Et nous, on est relativement sceptiques sur cette posture, et on a écouté deux jeunes hommes d'une petite société qui s'appelle Berkshire Hathaway, qui est la 3e ou 4e capitalisation boursière mondiale et américaine. Ces deux messieurs, en fait, ont un avantage, à notre avis, sur les banquiers centraux, c'est qu'ils sont branchés vraiment sur l'économie réelle. Pourquoi? Parce que Berkshire Hathaway, c'est bien sûr des participations dans des titres cotés. Vous connaissez les Apple et Coca de ce monde, mais c'est aussi 300 milliards de dollars d'investissement dans du private equity et dans des sociétés qu'on ne connaît pas, ou en tout cas, il faut vivre aux États-Unis pour les connaître, qui sont des vendeurs de meubles, des joailliers ou des assureurs automobiles. Et le discours produit par Warren et Charlie le 1er mai, je vous conseille d'écouter cette conférence, ça ne dure que 5h42, c'est sur YouTube, c'est très intéressant. Leur discours faisait très souvent référence à l'inflation. C'est presque une frénésie d'achat, les gens ont de l'argent dans les poches et paient des prix élevés. Il y a plus d'inflation que les gens ne l'auraient anticipé il y a 6 mois. Quelques jours après, le 12 mai pour être précis, coup de tonnerre aux États-Unis et dans le monde, les prix à la consommation explosent avec
CPI, c'est comme ça qu'il est nommé, qui sort à 4,2. C'est tout simplement un record depuis septembre 2008. Et là, à 14h30, il y a 1h30, on vient d'avoir le nouveau CPI, il est encore plus fort, il était attendu à 4,7, il sort finalement à 5%. Donc, entre la rhétorique de nos chers banquiers centraux et la rhétorique des deux jeunes hommes de Berkshire Hathaway, vous voyez à peu près qui avait la vision la plus claire sur la réalité de la situation. Alors, en Allemagne, on n'est pas encore à ces niveaux-là, hein, et en France non plus, mais tout de même, ça frétille, hein, puisque 2,5 pour les Allemands, c'est beaucoup, surtout que l'inflation, vous le savez, dans ce pays est une névrose profonde, et c'est en tout cas le record depuis 2011. Alors, on essaie de ne pas trop pratiquer l'ironie chez Finaltis, mais là, tout de même, face à tous les gens qui essaient de rassurer sur l'inflation, on a envie de leur dire on est tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas de signe d'inflation du tout, à l'exception notable des prix du pétrole qui ont littéralement explosé, donc 45% depuis le début de l'année. On est 40% plus haut que dans une économie pré-Covid, hein, en février 2020. Le prix des denrées alimentaires, là aussi, qui explose depuis le début de l'année, mais ce qui est plus intéressant, c'est toujours de prendre cette référence février 2020, c'est-à-dire où étaient ces prix avant le Covid, et on voit qu'on est, malgré l'effondrement économique qu'on a vécu, on est bien plus haut que pré-Covid. C'est parfaitement notable, encore plus notable sur le Baltic Dry Index, qui mesure les coûts du shipping. On est 400% plus haut que dans un monde pré-Covid, alors même que le commerce mondial s'est affaibli ces derniers mois. Et sur les prix des métaux, c'est à peu près le même sujet. Alors, ceux qui essaient de nous rassurer sur l'inflation, on les écoute, on leur dit oui, et effectivement, il ne se passe rien, à l'exception notable de signes de pénurie inflationniste comme on ne les a jamais vus ces dernières années. Donc d'abord, la pénurie qui tient le haut du pavé, que tout le monde regarde, qui est beaucoup reprise dans la presse, la pénurie de semi-conducteurs. Pourquoi? Parce que c'est un drame pour pas mal de constructeurs automobiles. Je pense au pick-up Star de Ford, dont la production est arrêtée depuis plusieurs mois, mais ça, vous savez que Stellantis est sous pression, Renault, tous les constructeurs au monde subissent ça. Et bien sûr, qui dit pénurie dit pression sur les prix, et aujourd'hui, les semis valent plus cher. Les prix ont beaucoup augmenté si on compare ça au T2 2020. Alors, aux États-Unis, il y a des indicateurs pour tout, comme vous le savez. Et il y en a un qui est très intéressant, qui est le prix des véhicules d'occasion. On s'est rendu compte sur le CPI du mois dernier et pour ce que j'en ai regardé pour l'instant, ça a l'air d'être le cas ce mois-ci aussi. L'impact de la hausse des coûts des véhicules d'occasion est majeur sur la déformation du CPI. Donc aux États-Unis, aujourd'hui, on est dans une situation de shortage tellement importante, de pénurie tellement importante sur les véhicules d'occasion, que même sur des véhicules qui ont 8, 10 000, 15 000 km, déjà, vous avez une décote ridicule par rapport au prix du neuf, qui parfois ne dépasse pas $2 000 sur un véhicule qui en vaut 50 000. On a une pénurie aussi sur les maisons. Selon Freddie Mac, la grande agence hypothécaire américaine, il manquerait aux États-Unis 3,8 millions de maisons. Et bien entendu, à chaque fois que le bien manque, l'ajustement se fait sur les prix et on a la plus forte hausse des prix de l'immobilier aux États-Unis depuis 2006. Alors, on écoute ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de problème d'inflation, mais on leur dit quand même qu'il y a des désordres monétaires. Et les désordres monétaires, nous, on en voit deux principaux. D'abord, la dette par habitant qui croît à une vitesse assez vertigineuse. Elle a augmenté rien que sur le mois de juin 2020 de $10 000. Aujourd'hui, chaque Américain a sur sa tête $85 000 de dette. Chaque contribuable a $226 000 de dette. En France, on n'est pas trop mal non plus, on est à 40 000 € par habitant. Et puis, on a eu, c'est encore peut-être plus impressionnant, on a eu une augmentation de la masse monétaire absolument prodigieuse aux États-Unis, puisqu'en 2020 uniquement, on a eu 20% de la masse des dollars qui existait depuis la création du dollar qui ont été imprimés juste en l'année 2020. Et vous voyez que si on continue à ce rythme, ça va aller très très vite et encore accélérer d'ici 2025. Alors, l'inflation,
elle va, elle vient, sauf que cette fois-ci, il nous semble qu'il y a des éléments structurels qui peuvent faire que l'inflation va durer. D'abord, il y a une énorme force déflationniste qui ne jouera plus dans les années à venir, qui est l'arrivée sur le marché du travail de 500 millions de Chinois et à peu près de 1 milliard de travailleurs en Asie. C'était déflationniste. Pourquoi? Parce que les entreprises dans le monde entier avaient accès à du travail qualifié, à des niveaux de qualification de type occidental, à des prix du tiers-monde. Donc vous imaginez à quel point c'est déflationniste. Tout ça, maintenant, ce sont des souvenirs. Hein. Le prix, les salaires en Chine augmentent beaucoup, vous voyez là. Et puis en Chine, hein, aujourd'hui, on diplôme beaucoup d'étudiants du supérieur, beaucoup d'ingénieurs. Et donc, cet effet-là a joué très, très fortement sur les 10-15 dernières années, il ne jouera plus. Pour ce qui nous concerne de plus près, États-Unis, Europe continentale et même Royaume-Uni, il y a un phénomène très nouveau pendant cette crise qu'on connaît sous l'acronyme de UBI, Universal Basic Income, ou salaire universel. Et on peut se poser la question si le fait d'avoir rémunéré des gens qui ne travaillaient pas ne sera pas finalement un frein à la baisse du chômage, voire même un vecteur de hausse des salaires. Donc aux États-Unis, qui est, quoi qu'on en dise, un pays tout de même libéral, le revenu des ménages américains au cœur de la crise a été composé à plus de 40% d'aide. Donc là, on n'a pas résisté au plaisir de citer Milton Friedman qui a dit deux choses qui, là encore, illustrent parfaitement ce qu'on est en train de vivre, sauf qu'il les a dit dans un contexte qui n'était bien sûr pas le Covid. Donc Milton Friedman, le fondateur de l'école de Chicago, de l'école monétariste, il a eu un impact énorme, vous savez, sur l'économie, un des économistes qui a eu le plus d'impact au XXe siècle. Et il a dit ces deux phrases qui nous semblaient intéressantes: If you pay people not to work, do not be surprised if they don't. Et il a dit une autre phrase qui est plus facilement traduisible: rien n'est plus permanent qu'un programme provisoire ou temporaire d'un gouvernement. La vignette en France, vous savez que c'était temporaire, mais peut-être la CSG de Michel Rocard, qui là aussi devait être temporaire, ça fait des dizaines d'années maintenant qu'on la paye. Donc on pense que la boîte de Pandore a été ouverte sur l'UBI et que c'est quelque chose qui va rester en œuvre dans pas mal de pays. Alors, autre élément qui, à notre avis, peut créer une inflation durable, c'est un phénomène très profond qui s'appelle la déglobalisation. Vous savez que sous le mandat Trump, il y a eu tout de même des tensions très très fortes avec les industriels chinois, avec les industriels dans le monde des semis, et donc ça a eu des impacts, ça fait prendre conscience à un certain nombre d'industriels que les supply chains, les chaînes d'approvisionnement hyper tendues, c'était un risque, et notamment un risque s'il y avait des tensions géopolitiques. On a pris conscience aussi pendant cette crise qu'on était tel un roi nu par rapport à tous les sujets de fabrication de médicaments. On n'était même pas capable d'avoir des masques, donc, on s'est rendu compte aussi qu'on n'était plus capable de fabriquer des médicaments. Donc il y a un très grand programme, un très ambitieux programme européen EU for Health qui va consister à relocaliser une grosse partie de la production. Il y a le programme Chips for America de Biden qui va consister à relocaliser la production de semi-conducteurs. Et enfin, plus près de nous, 35 milliards consacrés à la relocalisation et la modernisation des chaînes de production en France. Donc nous, on est tout à fait convaincus que la relocalisation, c'est une bonne nouvelle. Néanmoins, ça va coûter plus cher. Alors, dernier élément qui va rendre l'inflation durable, selon nous, c'est les commodities. Donc les commodities, on en a parlé au début, ça a beaucoup monté. Et aujourd'hui, si on veut que les prix baissent, il faut notamment qu'il y ait plus d'investissement dans le secteur. Le problème, c'est qu'il y a deux obstacles majeurs à investir dans le secteur. Le premier, qui est habituel, je dirais, qui n'est pas nouveau, c'est une industrie qui détruit pas mal de valeur. Donc là, on vous a mis la destruction de valeur sur le gaz de schiste et le pétrole de schiste, donc tout ce qui était fracturation hydraulique aux États-Unis, qui a fait passer les États-Unis d'importateur net à exportateur net. Mais il y a un phénomène plus nouveau, plus durable à notre avis, qui est la gestion sous contrainte, ESG, ISR. Et aujourd'hui, c'est très compliqué pour un investisseur,
nous en sommes, on est bien placé pour le savoir, d'allouer des capitaux sur ce type de secteur. Si le sous-investissement perdure, bien sûr, le shortage, et en tout cas une stabilisation des prix à un niveau élevé sur les matières premières est un risque. Voilà, donc nous, on pense qu'il faut avoir un discours, on est entre adultes, on peut se dire la vérité. Il faut avoir un discours de vérité sur l'inflation, il faut regarder le risque inflationniste en face. Et nous, on voudrait dédramatiser ce risque inflationniste en disant une chose toute simple, vous verrez sur la slide suivante, c'est qu'il y a des solutions, et il y a une solution évidente qui consiste à allouer le capital de ses clients sur des actifs réels. Donc, nous, on ne va pas vous parler d'immobilier. Finaltis, ce n'est pas un spécialiste de l'immobilier, mais c'est un spécialiste des actifs réels liquides. Que sont les actifs réels liquides? Ce sont les actions. Voilà. Les actions, c'est un actif réel. Pourquoi? Parce que vous avez un petit bout d'un outil de production qui s'appelle Nestlé, LVMH ou Geberit. Et en fait, quand vous êtes détenteur de cet actif réel, la monnaie est au dénominateur. Donc, aujourd'hui, bien malin celui qui pourra dire quelle est la part de la dévalorisation de pouvoir d'achat du dollar ou de l'euro dans la hausse des marchés qu'on a eu et qu'on aura, à notre avis, dans les mois à venir. Mais forcément, et je pense que ce n'est pas possible à calculer, mais ça a forcément un impact. De l'autre côté, vous avez les obligations qui sont des titres de créances, des titres monétaires qui elles, sont dans un rapport de 1 à 1 avec le pouvoir d'achat de la monnaie. Donc nous, notre conviction, c'est qu'il faut être l'associé de Bernard Arnault, l'associé avoir des titres Nestlé, comme en ont les salariés de Nestlé, et surtout pas devenir banquier de Nestlé ou banquier d'LVMH. On aura une toute petite rémunération, et surtout, dans 10 ans, on récupérera le capital prêté, et ce capital, aujourd'hui, on n'a aucune idée de sa valeur réelle à 5 ans ou à 10 ans, compte tenu des désordres qu'on a cités précédemment. Alors, aujourd'hui, dans le propos qu'on tient sur l'inflation, vous l'entendez, notre objectif, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas d'inflation. On dit qu'il y a l'inflation, il faut le regarder en face. Mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que quand vous investissez sur des actifs réels qui ont un vrai yield, c'est-à-dire qui ont la capacité par leur activité, par leur cash flow, par leur récurrence, prouvée, démontrée par le passé et dont le business model existant et la qualité de la gouvernance et la qualité des douves profondes qu'ils ont creusées pour créer ce business et le défendre, donc le pricing power qu'ils ont acquis, vont perdurer dans le futur. Donc le yield qu'ils ont été capables de procurer par le passé, ils seront capables de le procurer dans le futur. En tout cas, c'est une conviction forte pour ces entreprises que nous choisissons. Et bien, quand vous investissez, non pas en prêtant à ces entreprises, mais en vous associant à ces entreprises dont la qualité structurelle est très élevée, elles émettent, quand elles émettent de la dette, investment grade, à de très très rares exceptions, l'exception venant de la non-révision suffisamment rapide par les agences de notation et pouvant expliquer très temporairement que certaines de ces valeurs ne soient pas encore investment grade. Mais quand on investit comme nous, et c'est le cas de Finaltis Titan, un Titan c'est quoi? C'est une valeur investment grade, il y en a un peu plus de 150 que nous avons identifiées dans le monde, elles sont toutes, quand elles émettent, investment grade. Donc pour nous, aujourd'hui, dans un monde où il y a de l'inflation, et possiblement durablement de l'inflation, on n'est pas en train de dire que les taux vont remonter, c'est une autre histoire, mais on dit qu'il y a un monde économique dans lequel il va y avoir de l'inflation, et bien investir dans les actions, dans les actifs de ces sociétés qui yieldent en vérité de façon à combattre cette inflation, parce que leur yield va lutter contre cette inflation, eh bien, on est face à quelque chose que de l'autre côté de l'Atlantique, on appelle les equity résilientes, les net equity, et on pense que quelque part, on est face à ce qu'on pourrait qualifier d'actifs de sécurité 2.0 dans le monde d'aujourd'hui. Et ces valeurs, ce sont celles de l'univers d'investissement de Finaltis Titan. On en a mis ici quelques-unes, on en a identifié un peu plus de 150. De surcroît, excuse-moi Denis, ces valeurs ont une capacité, comme on le sait, à transmettre aux consommateurs la hausse des prix. Et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas du tout inquiet sur leur capacité à traverser une phase qui verrait structurellement plus d'inflation dans le marché. Voilà, on a évoqué Warren Buffett
tout à l'heure. On aime bien citer Warren Buffett. Et effectivement, quand nous présentons à nos investisseurs notre méthodologie de sélection, on fait parler, entre guillemets, Warren Buffett. Et la première chose qu'on va chercher, c'est en mauvais français le pricing power. Et c'est ce que Warren Buffett dit, rechercher en premier. Le plus important quand on investit, c'est de trouver un actif qui a du pricing power. C'est comme ça qu'on lutte contre l'inflation, effectivement. Donc, on est sur des actifs qui, à notre avis, sont résilients et nous communiquent cette résilience dans les portefeuilles, donc à nos investisseurs. Alors, si ce sont, eux, entre guillemets, les nouvelles obligations, quelles sont les nouvelles actions? Les nouvelles actions, à notre avis, eh bien, ce sont celles qui vont aller, certes, prendre plus de risques, vont aller chercher des yields beaucoup plus importants, et pour aller chercher cette surcroissance, chez Finaltis, on a une grille de lecture de compréhension de cette surcroissance, ou d'où provient cette surcroissance. À notre sens, elle provient de 6 grandes technologies, plateformes technologiques, univers, familles de technologies qu'on a réunies dans 6 grandes plateformes et qui sont en train de changer le monde. Vous les avez ici, donc l'énergie durable, tendance longue et lourde, intelligence artificielle, blockchain, virtualisation, industrie 4.0, incluant la robotique, et puis le séquençage de l'ADN et plus largement l'ingénierie du vivant. Ces plateformes sont en train de sous-tendre la surcroissance de ces titres et des actions des entreprises qui s'y adonnent. Alors, si on regarde très concrètement ce que ça peut vouloir dire, avant de parler de la performance de nos fonds, on aime chaque mois vous donner un exemple au moins illustrant cette capacité de surcroissance. Ici, on en a un auquel on s'est intéressé chez Finaltis depuis quelques mois, et notre réveil, entre guillemets, à ce secteur, qui est le secteur de l'automobile, qui est un secteur auquel on s'intéressait à quelques exceptions près, assez peu parce que trop cyclique, trop consommateur en capex, ayant énormément de risques à son encontre, y compris de risques régaliens, puisque la bagnole est détestée par la plupart des régulateurs et des politiciens, à commencer par notre bien-aimé maire de Paris qui va bouter hors de la ville la détestée bagnole en question, en tout cas de l'hypercentre de Paris, et c'est une tendance très lourde auquel cette industrie a à faire face. Et il se trouve que cette industrie, comme toujours quand on est face à un danger ou un risque existentiel en l'occurrence, est en train de se réinventer de façon extrêmement puissante. Et pour nous, chez Finaltis, le réveil, ça a été Tesla, qu'on a trop longtemps analysé comme un fabrique de voitures. On s'est dit, mais pourquoi est-ce que Tesla vaut si cher, est en train de se valoriser autant? Eh bien, tout simplement parce que cette industrie est en pleine refonte. Il va y avoir énormément de morts, à notre avis, mais ceux qui vont survivre vont passer d'une croissance relativement historico-linéaire qu'on a connue au cours des 30-40 dernières années pour l'automobile, à quelque chose de beaucoup plus digital dans sa nature en termes de croissance, qui est une croissance explosive, une croissance potentiellement exponentielle. Pourquoi? Parce que de ces 6 plateformes-là, l'automobile est en train de faire feu de 5 d'entre elles. En fait, toutes sauf à ce jour, l'ingénierie du vivant, jusqu'au jour où une voiture prendra vie, comme l'a imaginé Stephen King, on l'espérera, avec des résultats moins sinistres que dans le livre Christine. Mais quelques slides pour vous montrer et se concentrer sur les 2 premières, l'énergie durable et puis l'intelligence artificielle, mais la blockchain, la virtualisation et la robotique dans la filière automobile et dans la consommation d'automobile sont très importantes. Alors d'abord, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça revêt comme réalité dans l'automobile? On est aujourd'hui dans l'automobile en chemin, sans mauvais jeu de mots, en route. Nous menons un trajet vers ce qu'on appelle le niveau 5. Et le niveau 5, c'est quoi? C'est une voiture qui n'a plus de volant, une voiture autonome. Une voiture qui n'a plus besoin d'homme pour la conduire, qui n'a plus besoin d'être contrôlée par l'homme. Des voitures qui se parlent entre elles pour circuler, transportant des hommes ou des marchandises. Et le niveau 5, les plus ambitieux dans l'industrie automobile le voient en 2030. C'est demain, avec un obstacle qui pourrait repousser cette date, ou des contraintes qui pourraient repousser cette date, qui sont plus de nature réglementaire ou juridique. Quelle est la responsabilité et quelle responsabilité est engagée si jamais il y a malgré tout un accident quand plus personne n'est entre guillemets aux manettes? Ça pourrait retarder et repousser cette date. Mais ce niveau 5, il est en vue et en fait, il est déjà en action dans certains États et notamment en Californie, il est aujourd'hui autorisé d'avoir des voitures qui circulent sans pilote, littéralement, et sans contrôle, même de pétrole, contrôle temporaire. Et c'est pour ça que les Tesla, même celles qui sont commercialisées en Europe, pourraient fonctionner de façon totalement autonome. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle le niveau 3, c'est-à-dire que de loin en loin, on doit remettre ses mains sur le volant selon les situations pour montrer qu'on ne s'est pas endormi. Et on vient
historiquement du niveau 0, aucune assistance. Niveau 1, c'est de type ABS, c'est-à-dire que la machine corrige, ou en tout cas compense certaines erreurs humaines. Avec la première voiture de série, certains d'entre nous se souvenons, qui est la classe S Mercedes, qui est apparue en 1978, qui avait l'ABS. Et puis le niveau 2, où en fait, c'est l'homme qui corrige les éventuelles petites erreurs d'appréciation qu'on pourrait faire l'assistance, où on doit mettre ses mains sur son volant, par exemple avec des voitures qui pouvaient se garer tout seuls. Il y avait cette offre chez Volkswagen en 2007. Aujourd'hui, l'exemple type, beaucoup de voitures, telles que celles qu'on a fait figurer, là c'est une Honda, nécessitent régulièrement de remettre un peu les mains sur le volant, mais elles peuvent conduire globalement pratiquement toutes seules. Le niveau 4, c'est on n'a même plus besoin de mettre les mains sur le volant, mais au cas où on reprend les mains, on reprend le contrôle, pardon, et le niveau 5, il n'y a même plus de volant. Voilà. Donc c'est ça la trajectoire sur laquelle on est, et le cas de l'automobile, c'est ça dont on veut vous parler, parce que c'est révolutionnaire. Alors si on avance un petit peu, ça se matérialise en termes d'investissement par quelque chose d'absolument irréfragable et qui est observable, mesurable. Entre 2008 et 2018, les investissements dans le secteur de l'automobile ont cru 2 fois plus vite presque que dans le secteur considéré par nous tous, y compris chez nous, Finaltis, comme les plus innovants et les plus investisseurs en matière de dépenses de R&D, que sont les secteurs de la technologie et des services de l'information. Il y a eu une croissance. Alors certes, en dollars, ça représente plus. Il y a eu toujours des sommes qui restent plus importantes investies en matière de R&D dans la technologie et les services de l'information. Mais la croissance sur les 10 années entre 2008 et 2018, sur les derniers chiffres qu'on a trouvés, eh bien, a été de 24%, alors qu'en automobile, on a eu une croissance de 45%, et on ne partait pas de sommes absolument ridicules. Eh bien, cette croissance de la R&D, cette R&D, à quoi a-t-elle servi? À aller, bien entendu, vers l'automatisation du véhicule, vers la conduite autonome. Aujourd'hui, dans le coût de revient d'une voiture, en moyenne, c'est 40% du prix qui est consacré à l'électronique et au logiciel et non plus au matériel, à la carrosserie, au siège, au cuir, à tout ce que vous voulez. 40% du prix aujourd'hui. Demain, en 2030, lorsqu'on devrait atteindre ce niveau 5, où celui-ci sera possible, même si réglementairement on n'est pas encore totalement certain qu'il soit autorisé et que socialement il soit accepté, ce n'est pas totalement certain, eh bien ce sera la moitié du prix du véhicule qui sera consacré au logiciel. Souvenez-vous, lorsque Bruno et moi sommes nés, c'est-à-dire au tout début des années 70, eh bien la R&D c'était pas grand-chose et l'ABS n'existait pas encore, il n'y avait pas de ceinture de sécurité dans les véhicules. Voilà. Donc, si on regarde l'autre aspect, une autre plateforme technologique qui est celle de la recherche de l'énergie durable et de sa distribution et de son utilisation optimisée, qui est la deuxième plateforme révolutionnaire sur laquelle l'automobile bâtit sa surcroissance de demain, eh bien, on vient de beaucoup plus loin, puisqu'on a même été frappé d'observer qu'en réalité, le premier prototype de voiture électrique date de 1834. On ne peut pas dire que ce soit extrêmement récent, et si vous regardez cette très charmante véhicule en bas à gauche, cette très charmante machine, vous retrouvez des caractéristiques qu'on a pour la plupart d'entre nous sur nos vélos, avec des moteurs électriques sur les roues. Enfin voilà, les concepts sont déjà là, si ce n'est que le truc n'avançait pas. Bon. Aujourd'hui, on a fait d'énormes progrès, bien entendu. La première voiture électrique de série, même s'il y en a eu 1100 produites réservées au marché californien par General Motors, c'était la EV1 en 1996, suivie immédiatement par la très belle, c'est ce que nous dit Leonardo DiCaprio, Prius, première hybride de série de Toyota en 1997. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Très forte progression. On a en Europe 12%, un peu moins de 12%, 11% précisément, des véhicules qui sont immatriculés qui sont électriques en 2020. Et cette part va croître. On y reviendra. Bruno nous parlera de Volkswagen tout à l'heure. Le patron de Volkswagen est convaincu que 40% des véhicules à l'horizon 2030 seront électriques. Donc, cet exemple un peu plus long que d'habitude, pour en arriver aujourd'hui, maintenant, à vous parler de la gestion. Donc, d'abord Finaltis Titan, puis après Digital Leader. Donc, Finaltis Titan font flexible investissement sur les actions monde. Les Titans, pour nous, sont des valeurs à croissance pérenne, résilientes, à très forte résilience bilancielle également, parce qu'une part de leur solidité provient de leur bilan, de leur construction et de leur richesse accumulée au cours du temps, en plus d'avoir
un pricing power très fort qui nous rend confortables avec leur capacité pour demain de poursuivre leur croissance et de continuer à offrir leur qualité résiliente, notamment pour lutter contre ce qu'on perçoit être une inflation monétaire. Alors, dans ce portefeuille, qu'est-ce que nous avons fait au cours du mois passé, Bruno ? Alors, déjà, on a augmenté, c'est ce que vous voyez sur cette slide, c'est la courbe bleue et grise. Grise, c'est corriger des puts que l'on a achetés. Donc, on a toujours, comme vous le savez, une partie de notre actif qui est consacrée à l'achat de primes sur des coûts très en dehors de la monnaie qui nous permettrait de résister dans un flash crack, un crack rapide. Donc, ce n'est pas de la couverture, hein, c'est de l'assurance de portefeuille, au même titre que vous achetez de l'assurance incendie, dont on espère tous ne pas avoir besoin. Mais quand elle est là, ça nous aide bien, ça nous a aidé l'année dernière, ça nous a aidé en 2015, ça nous a aidé dès que le marché fait des séances de baisse de 5, 6, 7% en une journée. Parallèlement à ça, à ce renforcement sur les puts où la vol est particulièrement attractive en ce moment, on a augmenté notre exposition nette, pas sur des considérations macroéconomiques, mais tout simplement parce qu'on trouve des titres aujourd'hui qui nous plaisent beaucoup et on n'a aucun mal à allouer notre poche action et c'est pour ça, et vous le verrez, on parlera des titres en question, c'est pour ça que notre exposition nette, notre delta a augmenté. Alors, sur le mois, avant de parler des achats et des ventes proprement dit, parlons des contributions. Donc, on a eu beaucoup d'aides des deux stars de l'or, que sont Newmont et Barrick Gold. Hein. C'est vraiment les deux mines qui se détachent à l'échelle mondiale par leur taille, bien sûr, par leur résistance, par leur bilan. Et ça a été des grosses contributions pour le fonds, sachant que l'or a eu un début d'année un peu difficile et qui se rattrape très bien. On parlera de Volkswagen. Donc, en bourse, vous le savez, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais en l'occurrence, on en a acheté et on a gagné tout de suite de l'argent, au point que ça en a fait la contribution, une des contributions principales du mois. Nvidia, pour ceux qui ont lu notre reporting du dernier mois, c'était le titan du mois. C'est vraiment une société qui permet de se positionner très directement sur l'informatique d'intelligence artificielle, et Tesla qui nous a bien aidé. Donc Tesla, par rapport à ce que disait Denis sur la résistance bilancielle, Tesla c'est aujourd'hui un double B, hein, donc c'est l'investment grade. Nous, on fait confiance aux agences de rating jusqu'à une certaine mesure. Certains d'entre vous qui regardent plus le marché obligataire se rappelleront que Enron ou Parmalat était investment grade à quelques jours de leur faillite. Donc, on fait confiance aux agences de rating. Ça ne nous empêche pas de faire une analyse crédit nous-mêmes. Sur Tesla, elle est très simple. Hein. Tesla, c'est une société qui a 7 milliards de dollars de dette et la market cap de Tesla, la capitalisation boursière, c'est 550 milliards. Ça veut dire que pour rembourser la totalité de sa dette, Elon Musk et ses équipes n'auraient qu'à lever 1,5% en equity de Tesla. Donc, de toute façon, les agences de rating l'ont dit, hein, Tesla est totalement éligible aujourd'hui au statut investment grade, et c'est plus la viscosité, la lenteur avec laquelle les agences de rating réagissent qui explique qu'un titre comme ça ne soit pas encore investment grade. En revanche, Amazon, Apple, Baba, dont on reparlera, Sodexo et Ferrari ont été un peu plus lourds sur le mois sans qu'il y ait de news particuliers à signaler. Alors, on a confié aux deux jeunes hommes l'honneur d'être en haut, d'être la première position de Finatis Titan, hein, donc Berkshire Hathaway, qui nous permet d'avoir, je dirais, une exposition bien dans le cycle économique, bien forte, mais détoxifiée, puisqu'on sait que Berkshire Hathaway aime être dans le cycle économique, mais toujours de manière très, très prudente. On a aussi beaucoup de valeurs dans le digital, hein, c'est un des gros paris sectoriels du fonds, donc Alphabet, Amazon, Microsoft, mais on a aussi des sociétés qui ne sont pas dans le GAFA, hein, comme Netflix et PayPal, qui sont tout en haut. Barrick Gold, je vous en parlais, qui est toujours dans le top 5 du portefeuille. Et puis Total, alors, qui a changé de nom, hein, comme vous le savez, donc on mettra le nouveau logo le mois prochain, et qui est un acteur majeur, qui sera un acteur majeur et qui est déjà un acteur majeur de la transition vers des énergies propres en France. Donc le taux de rotation a été assez élevé sur le mois, puisque sur un mois, on a tourné 12% du portefeuille. C'est un peu plus en retrait, hein, que nos rythmes. Vous savez que
Finaltis Titan, c'est un fonds long only, quoi, equity hedge, avec une couverture à la marge, mais on a un taux de rotation qui est beaucoup plus élevé que la moyenne des fonds longs. Et qu'on peut tourner sur une année sans problème 10 fois le portefeuille, sans commission de mouvement, bien sûr, pour nos porteurs, et avec des coûts sur le marché qui sont très faibles. Donc, nos paris sectoriels, le plus grand risque pour un gérant, c'est de ne pas prendre de risque, comme vous le savez. Donc, nous, on déploie du risque qui nous paraît porteur, avec de la symétrie. Et nos deux paris sectoriels, ce sont le digital et la santé. Et le troisième, c'est tout ce qui est consumer. Il y a un autre gros pari dans Titan qui est une exposition très forte de l'approche américaine par rapport à l'approche européenne qui était dominante les années précédentes. Et je m'empresse de dire que même si on a aujourd'hui plus de 45% du portefeuille qui est exposé à des actions américaines, nous n'avons que 14% d'exposition au dollar, puisque l'essentiel de cette poche est hedgé soit par des futurs au dollar, soit swappé. Alors, Volkswagen, donc c'était, nous, dans notre style d'investissement chez Finaltis, ce qu'on aime beaucoup, c'est des sociétés qui baissent sans news flow. Donc, il y a dans la baisse de 20% qu'il y a eu sur Volkswagen, il n'y avait rien d'attribuable à la société en tant que telle. C'était une rotation cyclique. Les cycliques ont beaucoup payé, puis il y a eu une rotation dans la rotation avec des cycliques qui ont été moins à la mode. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gérants qui pleurnichent parce que les trackers prennent de l'importance. Nous, chez Finaltis, on est très contents. Plus il y a de trackers, plus il y aura d'opportunités pour nous, stock pickers, puisque plus il y a des raisonnements top-down d'allocation qui font que parfois on balance le bébé avec l'eau du bain, et c'est ce qui s'est passé sur Volkswagen, qui n'avait que des bonnes nouvelles à annoncer au marché et qui a tout de même baissé de 25%. Donc on a pu en acheter dans le trou, légèrement en dessous de 200 €. Depuis, elle a bien remonté. Là, on va les garder. On a cristallisé une partie de nos gains, mais on va garder l'essentiel de la position. Donc, le groupe a démarré l'année sur une très, très bonne dynamique, une dynamique de chiffre d'affaires remarquable, en haut du compte de résultat. En bas du compte de résultat, le bénéfice a été multiplié par 5. Mais ce qui est le plus impressionnant chez Volkswagen, dans un contexte Covid, télétravail, problème pour se fournir des semi-conducteurs, c'est que la marge opérationnelle est remarquable à 7,7. Donc, ça montre à quel point cette société est bien gérée. Et la deuxième raison, au-delà de cette bonne gestion et cette opérationnelle très, très solide des capacités financières du groupe, c'est l'offensive électrique, bien sûr, en écho avec ce que vient de nous expliquer Denis sur la révolution électrique. Et le constructeur veut dominer le marché de la voiture électrique d'ici 2025. Et on pense que ça n'est pas un vœu pieux, que Volkswagen a les qualités pour le faire et va nous le démontrer, non pas en 2025, mais dès 2021, puisqu'ils sont en très bonne marge pour vendre 1 million de ventes de véhicules 100% électriques, j'insiste, 100% électriques, pas hybrides, rien que sur l'année. Pour faire ça, le groupe a décidé de mettre 46 milliards de dollars d'investissement sur la table. Vous imaginez que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et Peter Diss est vraiment arrivé pour faire ce virage électrique. Donc, il va de soi qu'il n'y aura pas que des gagnants. Nous, on prend le pari en ayant bien regardé le groupe Volkswagen, que Volkswagen fera partie des gagnants de cette grande révolution automobile. Je ne vais pas citer les constructeurs qui nous enquêtent, mais il y aura des constructeurs qui vont mordre la poussière immanquablement dans cette transition. Alors, l'autre titre qui est vraiment habituellement dans nos portefeuilles, sur lequel on fait des petits allers-retours à la marge. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur Dassault Systèmes, quand vous regardez les multiples, souvent à 45 fois les résultats, il a du mal à passer. Et donc, c'est un titre qui évolue avec des valorisations qui vont de 45 fois les résultats à 35 fois les résultats. Nous, on en est un peu plus amoureux quand elle est autour de 35 fois que 45 fois. Et c'est pour ça qu'on en a donné un peu au marché plus haut, 10 € plus haut. Et on s'est empressé de les racheter quand elle a corrigé. Donc, c'est une société vraiment remarquable de tout point de vue. D'abord, des stars du logiciel en Europe, il y en a deux, ça va assez vite, c'est Dassault Systèmes et SAP. La société nous a annoncé un très bon premier trimestre, un rebond des licences considérable, des nouveaux gros contrats. Les gros contrats, au cœur de la crise, c'était plus
plus difficile de les avoir. Ils annoncent notamment un énorme contrat avec Bouygues sur la virtualisation des chantiers. La société a relevé ses estimations de bénéfices par action et de marge opérationnelle. Il y a quelques jours, une info très intéressante qui nous a été donnée lors de l'Assemblée générale des actionnaires, le 26 mai dernier. Et cette information, c'est que le nominal de l'action va être divisé par 5. Et d'abord, c'est un signe pour nous de confiance du management dans l'avenir. Vous avez envie que votre titre vaille cher en bourse. Si vous prenez le risque de diviser par 5, c'est que vous pensez qu'il y a beaucoup de hausse à venir, et c'est vraiment notre conviction. Et ce genre d'intervention, je dirais, sur d'opérations d'OST, comme on dit, favorise généralement la diversification de la base d'investisseurs et améliore la liquidité. Donc Bernard Charlès, c'est le patron depuis des années de l'Assosystème, emblématique. De son dernier discours, quelques chiffres et quelques faits qui nous ont marqués. Le potentiel adressable de l'Assosystème, c'est un marché de 100 milliards de dollars, c'est considérable, et ça nous fait, ils sont sur un marché qui croît, le marché adressable croît tous les jours. Pourquoi il croît? Puisque en fait, il y a des nouveaux secteurs que pénètre Dassault. Il y avait énormément de scepticisme quand Dassault a payé des multiples très élevés pour acheter Medidata il y a quelques années, avec ce pari de dire on va modéliser la cellule. Et la réponse de la plupart des investisseurs, c'était de dire non, mais modéliser la cellule, c'est vous savez modéliser un Airbus, vous savez modéliser un bateau, une brosse à dents, mais modéliser une cellule, vous ne saurez pas faire. Le fait est que Dassault Systèmes a été très impliqué dans la découverte des vaccins anti-Covid. Dassault Systèmes peut, grâce à ces outils de simulation, mener des tests virtuels avant de s'adresser à des testeurs humains. Et bien sûr, c'est majeur pour une société comme ça. Pourquoi? Parce que Dassault Systèmes, c'est une société qui vend surtout à des groupes qui font beaucoup de recherche et développement et qui dans le monde, a les plus gros budgets de recherche et développement. Ce sont les boîtes digitales, on fait partie de Dassault Systèmes, mais les boîtes de la pharmacie qui parfois vont jusqu'à mettre 8-10% de leur chiffre d'affaires en recherche. Donc, il y a des très, très gros contrats à les prendre. Donc, ce processus de plateformisation, c'est une révolution dans le monde de l'innovation, et Dassault Systèmes est le fer de lance, je dirais, de toute cette transformation. Alors, après Titan, donc le fonds Finaltis Digital Leader, qui est un fonds 100% investi, on parle de plus d'un fonds flexible cette fois-ci, dont l'objectif est d'investir sur la surcroissance. C'est faire le pari de la surcroissance, et d'une surcroissance particulière, celle liée à la digitalisation de l'économie mondiale par l'utilisation des 6 grandes plateformes technologiques dont on a parlé précédemment. Au cours du mois de mai, on l'a évoqué, une performance négative, mais une performance qui reste extrêmement élevée, puisque sur 3 ans, on est à plus de 17% annualisé, et sur 5 ans, 18,5%. Voilà, donc un fonds qui volontairement est multi-thématique. On ne cherche pas à faire la robotique, on ne cherche pas à faire l'intelligence artificielle, on cherche à combiner toutes les thématiques de la digitalisation. Alors, qu'avons-nous fait au cours du mois passé, en détail? Alors, déjà, un portrait robot du portefeuille, et après, on va vous parler des opérations. Donc, les contributions, là, on retrouve un titre en commun avec Titan, c'est Nvidia, qui a fait un très, très beau mois de mai. On a eu une belle contribution d'Activision Blizzard aussi, leader mondial, un des leaders mondiaux des jeux vidéo, Trip.com, qui est une agence de voyage chinoise, Shopify, un titre incontournable dans le monde du e-commerce, et Intuit, qui nous a tellement aidé que pour la remercier, on l'a vendu. On va vous en parler un peu après. Amazon a été un peu lourd sur le mois, ainsi qu'Apple, Baba, on en a déjà parlé, Workday et Coinbase. Donc on est rentré, une toute petite parenthèse sur Coinbase, on est rentré dans d'assez bonnes conditions puisqu'on ne s'est pas précipité au moment de l'IPO. Le titre a beaucoup baissé. Il se trouve que Coinbase a été introduit en bourse quasiment le jour où le Bitcoin tapait un plus haut ever. Vous me direz que le hasard fait bien les choses, espérons que ce soit le hasard. Mais en tout cas, voilà, c'est une société qui est très rentable. On n'a aucune idée de ce que sera la market cap des cryptos dans 2 ans, dans 5 ans. Mais en revanche, comme on a coutume de le dire, Coinbase vend des pelles et des pioches aux chercheurs de crypto, et ça nous plaît beaucoup. Il y a de la récurrence dans ce business model.
pas facile à valoriser, mais qui nous intéresse beaucoup. C'est une petite position qu'on a mis dans Alors, dans le top 10, vous retrouvez des leaders digitaux du GAFA, mais vous retrouvez des sociétés aussi hors GAFA, bien entendu, c'est 100% digital, hein, comme son nom l'indique, mais vous avez du Dassault Systèmes, du Salesforce, SAP, Netflix, qui, à notre avis, devrait sortir vers le haut après 1 an et demi quasiment de surplace, PayPal, etc. On a beau être 100% digital, on est très diversifié, donc on attache un grand soin à ne pas avoir le portefeuille trop concentré sur des secteurs digitaux liés à la santé, à la finance ou au logiciel. Voilà, notre plus grosse poche traditionnellement, c'était le logiciel, puisque ce qui a porté la performance du Digital Leader ces dernières années, c'est beaucoup la transition vers le cloud, et on pense que ça va continuer. Et enfin, on fait beaucoup d'efforts pour ne pas faire notre picking uniquement aux US. Voilà, mais néanmoins, c'est 74% du portefeuille, puisque la profondeur du marché américain sur le digital est absolument incomparable. Alors, un tout petit mot sur Alibaba. Donc, c'est un achat du mois. Donc, Alibaba, aujourd'hui, c'est la possibilité d'avoir un grand leader digital. Hein. Donc, 925 millions de personnes utilisent les marketplaces d'Alibaba au moins une fois par mois. Donc, c'est une société qui a, au travers de son métier du cloud, au travers d'Alipay, une emprise immense sur le marché chinois. Et c'est une société que vous achetez malgré sa croissance. Hein. On a des croissances de chiffre d'affaires. Là, ils font un démarrage 2021 absolument époustouflant. La croissance, ils sont passés 2020 dans des conditions remarquables. Qu'est-ce qui fait que le titre est si bas et que finalement, on est dans le leader digital value? C'est tout simplement que aujourd'hui, Jack Ma, le premier actionnaire d'Alibaba, est en froid avec le gouvernement central chinois. Le 24 octobre, il s'est peut-être cru aux États-Unis alors qu'il était en Chine. Il a tout simplement, lors d'un grand congrès de banquiers, critiqué le système bancaire chinois, qualifié ses responsables de prêteurs sur gage et vanté les mérites d'Alipay plutôt que l'utilisation des banquiers traditionnels en Chine. Et ça a été le début d'une longue disgrâce, hein, une longue disgrâce au sens propre et figuré, hein, puisqu'il a carrément disparu pendant 3 mois. Hein, donc on l'a retrouvé, mais il a gagné avec ça l'annulation de l'introduction en bourse, qui devait être la plus grosse introduction dans l'histoire boursière au monde, celle de Ant Group, son bras armé de services financiers. Il est en train de passer gentiment la main chez Alibaba. Hier, le projet qui lui tient le plus à cœur, qui est son école de commerce, qui était destinée à former les futurs patrons chinois, il a quitté la présidence de cette école de commerce. Donc voilà, pour Jack Ma, pour nous, c'est fini. Maintenant, on pense que l'idylle entre Alibaba et le gouvernement central chinois va reprendre. On pense que la Chine a besoin de grands leaders digitaux, comme les États-Unis en ont besoin. Et donc, nous, on voit cette lourdeur sur le titre Alibaba clairement comme une opportunité. Alors, un petit mot sur ServiceNow. Donc, c'est une société qui est immense, hein. C'est plus de 100 milliards de market cap, mais totalement inconnu ici. Pourtant, si certains d'entre vous travaillez dans des très grands groupes, vous utilisez sans doute les produits de ServiceNow sans le savoir, parce que c'est des produits qui sont intégrés par les équipes informatiques et transparents pour les salariés. C'est souvent intégré, par exemple, dans une solution comme Microsoft Teams. Et en fait, ServiceNow est une boîte un peu particulière qui permet de gagner de la fluidité à l'intérieur de notre entreprise. Donc, elle ne s'adresse pas aux clients externes, elle s'adresse aux salariés qui ont des demandes à formuler vis-à-vis du service informatique, vis-à-vis des RH. Et quand vous avez un système de ticketing, c'est comme ça qu'on dit, interne, très bien organisé, intégré avec votre informatique actuelle, vous pouvez faire dégonfler les effectifs au RH dans les services informatiques. Les salariés sont plus contents, ils ont des réponses plus rapides à leurs demandes, à leurs besoins, et ils ont une position de marché très unique, on va dire, sur ce métier. C'est
les leaders. Et si vous allez sur le site de ServiceNow, vous voyez plein de business case avec des grandes sociétés qui disent comment elles ont remboursé en quelques mois, en quelques semaines, en fait, le logiciel de ServiceNow qui leur a fait gagner du temps et de l'argent. Donc, la boîte a fait une communication au marché qui a moyennement plu. C'est des sociétés qui sont toujours sur des multiples très élevés. Il faut être très vigilant. Nous, quand on voit un creux sur une société de cette qualité, on a plutôt tendance à se positionner, ce qu'on a fait là. Et je vais passer très vite sur les ventes. Donc, on a remercié Intuit de nous avoir fait gagner plein d'argent en la vendant. Donc, rien de personnel. Hein. On adore cette société qui est un leader sur les logiciels comptables. Ce n'est pas du tout les croissances du GAFA, mais c'est de la croissance très résiliente. C'est un peu cher, mais on aime bien ramener la croissance à la valorisation. Donc, on regarde les PEG notamment, puisque ce sont que des sociétés rentables. Donc, ça fait du sens. Et quand c'est un peu cher, on préfère soit, on fait deux paris. On fait un pari qu'on pourra racheter Intuit dans de meilleures conditions. Et on fait un pari que l'argent qu'on utilisera grâce à cette vente sur un autre titre, comme ServiceNow, nous produira plus de richesse pour nos clients que si on était resté sur Intuit. Alors, parfois, on gagne un pari, parfois les deux. Là, c'est génial. Donc, là, on va faire en sorte de gagner les deux paris. Et même chose sur Equinix, qui est une superbe société d'hébergement. C'est une société immobilière, en fait, mais c'est l'immobilier particulier, puisqu'ils hébergent des data centers. Donc, ce n'est pas eux qui gèrent les data centers, mais ils vont trouver des immeubles à Londres, à Chicago, très bien placés par rapport au nœud d'interconnexion profond de l'Internet pour délivrer une qualité de service la meilleure à leur client. Bien, on en a terminé pour la partie de présentation des fonds, de ce que nous avons fait, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné dans les fonds, ce que nous avons opéré comme vente, comme acquisition dans nos fonds Finatis Titan et Finatis Digital Leader. On vous rappelle ici qu'à la demande de plusieurs d'entre vous, on a souhaité publier sur LinkedIn, sur notre site, et par d'autres moyens plus classiques, traditionnels. On a diffusé sur papier ces documents, des épisodes décrivant d'abord et précisant certains des traits particuliers de ces 6 plateformes technologiques qui, à notre sens, sont en train de révolutionner le monde et de sous-tendre la surcroissance sur laquelle on investit, ou de créer la croissance de demain de ces entreprises résilientes qui y ont recours. On a commencé il y a quelques semaines par une publication de 3 articles autour de la blockchain, les principes généraux de la blockchain, les cryptos en tant que tels, et on est aujourd'hui en cours de publication de la deuxième grand chapitre qui est celui de l'intelligence artificielle. Après les grands principes il y a 15 jours, on a publié la semaine dernière des exemples d'intelligence artificielle appliquée à la police, à la défense et aux armes d'une manière générale. Et on s'apprête à publier en tout début de semaine prochaine un autre exemple dont on a tiré les quelques transparents que j'ai eu le plaisir de décrire sur l'automobile et son automatisation. Voilà, l'intelligence artificielle dans le cadre de la mobilité. On va continuer ces séries avec 3, peut-être 4 chapitres à chaque fois. L'industrie 4.0, donc notamment la robotisation, la virtualisation, le séquençage de l'ADN et l'ingénierie plus globalement du vivant, et enfin l'énergie durable au cours des prochaines semaines. Plusieurs personnes chez nous y travaillent, notamment nos analystes, les plus jeunes d'entre nous. Je tiens à remercier au passage pour leur grand travail réalisé et qui trouve ici une forme, non pas d'aboutissement, mais de concrétisation. Notre métier est toujours renouvelé, il n'y a aucun aboutissement. Chaque jour, le marché nous rappelle que nous devons revoir nos positions et à l'aune de news flow, éventuellement les faire bouger. Mais ici, alors que ce monde change beaucoup et que ces technologies sont en mutation absolument permanente et très rapide, on voulait vous proposer quelques points fixes, quelques repères. On espère que vous les appréciez. N'hésitez pas à nous signaler les points d'amélioration ou les points que vous souhaiteriez qu'on traite lors des 4 prochains grands chapitres
sur les plateformes que nous n'avons pas encore traitées. Il me reste à vous remercier. Je crois qu'on a respecté pour une fois à peu près le temps imparti. On me fait signe que j'abuse un peu, c'est une information un peu péremptoire. Néanmoins, j'espère qu'on a respecté à peu près le créneau horaire imparti. Au nom de toute l'équipe Finaltis, Bruno et moi vous remercions. Nous nous retrouverons au cours de l'été, c'est sûr, la date n'est pas encore fixée, pour notre prochaine réunion. Merci encore, merci de votre confiance et bonne fin de journée. Merci.